Avec du recul, je peux le dire, heureusement que j'ai tout de suite demandé de l'aide, que j'ai pas laissé traîner, parce que ça m'a fait gagner un temps précieux pour me remettre sur pied. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Pour ce 173e épisode, j'avais envie de vous parler d'un sujet très personnel qui est de ma dépression. Et donc, j'ai voulu vous expliquer les 3 leçons que j'ai retenues de mon passage dans le monde de la dépression qui est arrivé l'année dernière. J'en ai pas beaucoup parlé dans le podcast, mais j'ai été confrontée à la dépression et je pense que je ne suis pas la seule, même je suis sûre que je ne suis pas la seule vu les statistiques. Et peut-être que ça pourra aider quelqu'un à sortir de cette période trouble, difficile, ou peut-être à aider quelqu'un dans votre entourage qui traverse une période difficile. Donc en janvier 2023, j'ai été diagnostiquée en dépression sévère. Ça a été un petit choc pour moi, même si je me doutais bien que je cochais beaucoup de cases de la description du trouble dépressif. Alors déjà, qu'est-ce que le trouble dépressif ? D'après l'OMS, le trouble dépressif, également connu sous le nom de dépression, est un trouble mental courant. Il se caractérise par la présence d'une humeur dépressive ou d'une perte durable de la capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt. J'ai trouvé que c'était très intéressant. La dépression, ça touche davantage les femmes que les hommes. D'après les chiffres de l'OMS, on estime que 3,8% de la population mondiale souffre de dépression, ce qui représente environ 280 millions de personnes qui seraient souffrant de dépression. La dépression est 50 fois plus courante chez la femme que l'homme, ce que je vous disais, fait intéressant. Et dans le monde, plus de 10% des femmes enceintes et des femmes qui viennent d'accoucher souffrent de dépression. Donc la dépression du postpartum est commune dans le monde entier. Et quand on voit les chiffres, je trouve que ça fait froid dans le dos parce que il n'y a pas assez de politique de prévention ou d'accompagnement de ce changement drastique qui est de devenir mère et de devenir parent. Alors pour aider dans le diagnostic de la dépression, on peut s'appuyer sur, entre autres, sur le test de Beck qui repose sur 21 questions pour déterminer si oui ou non on est en train de traverser un épisode dépressif. Il y a des questions, je vous en donne quelques-unes, telles que est-ce que je me sens triste ou non, et on a 4 niveaux de réponse. Est-ce que je dors bien ou non, avec 4 niveaux de réponse. Est-ce que j'ai de l'appétit ou non, 4 niveaux de réponse à chaque fois. Est-ce que j'ai de l'intérêt ou non à voir mon entourage. Et de mémoire, je crois que j'avais scoré 19, au max 19 sur 21 questions. Donc c'est pour ça que on m'a diagnostiqué avec une dépression sévère. Dans la foulée de ce diagnostic, j'ai commencé un traitement médicamenteux prescrit par ma médecin. J'étais clairement en janvier 2023 dans une spirale très 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 dark, dans le noir complet, je peux le dire. Alors il y a plusieurs facteurs qui ont conduit à cette dépression.
Évidemment, il y a ma séparation avec le papa de mes filles, avec qui je suis à nouveau. Je préfère le dire parce qu'on me pose souvent la question, mais tu t'es remis avec le père de tes enfants? Oui. Mais en tout cas, cette séparation m'a énormément affectée. Il y a eu beaucoup de tristesse en moi, évidemment, et de colère, mais il y a aussi le fait qu'il y a eu un immense manque de sommeil pendant cette période, parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule 80% du temps, voire plus parfois, à prendre soin de mes 3 toutes petites filles qui avaient quelques mois, à peine 2 ans et à peine 5 ans, et qui dormaient pas ou plus, du coup. Les réveils étaient constants pendant des mois et des mois. J'ai sincèrement cru mourir de fatigue. Ajouter à ça le fait que j'avais accouché de mon 3e enfant, moins d'1 an auparavant. Bref, c'était le cocktail parfait, vraiment pour que mon corps et mon mental disent stop. Je me souviens que mon visage était tellement déformé par le manque de sommeil que j'arrivais plus à me reconnaître. Et pour moi, les symptômes de la dépression, ça a surtout été une très grande perte de poids, très rapide, perte d'appétit forcément, perte d'envie de voir du monde, perte d'espoir sur l'avenir, perte de capacité à travailler, je me suis arrêtée plusieurs mois, perte de notion de plaisir dans tout ce que j'entreprenais, et ce qui me ressemble pas du tout. Vraiment, je suis quelqu'un d'extrêmement positif dans la vie, donc c'était un choc, c'était très perturbant de me voir sous ce prisme-là. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout sous médicaments, je suis très heureuse, la dépression elle est loin derrière moi, j'ai une vie de famille très épanouissante, de vie de couple aussi. C'est pour ça que je peux avoir le recul pour en parler. Et après plus d'1 an après mon diagnostic, j'aimerais donc vous partager ces 3 leçons que j'ai retirées de cette phase difficile de ma vie. La première chose à laquelle je repense et qui a été vraiment primordiale pour moi dans cette période-là, c'est le fait de demander de l'aide. Pour certaines personnes, c'est très facile. Pour d'autres, beaucoup moins. Il y a de la honte, mêlée à de la gêne, à cette peur de déranger qui nous empêche de demander de l'aide quand ça ne va pas. Et en tant que femme également, on a potentiellement été confrontée à des errances médicales, à un manque de prise au sérieux de nos doléances, de nos symptômes. Et donc, par automatisme, on peut un peu s'auto-censurer de peur de ne pas être écouté à nouveau. Paradoxalement, quand on est déprimé, on a envie d'être seul. Donc, on a encore plus de mal à demander de l'aide, on s'isole beaucoup, on se coupe de nos centres d'intérêt, de notre entourage proche, parce que la vie, elle a plus la même saveur. Et c'est assez violent d'être dans ce trou noir, ça l'a été pour moi, parce que je le disais, je suis d'une nature vraiment optimiste à la base. En revanche, avoir mes enfants, ça m'a obligée à me lever, à garder une mini-structure. Et puis, à force de passer mes journées au lit, de plus manger, de ressasser ma tristesse, j'ai fini par aller voir un médecin. J'ai accepté que j'allais si mal qu'il fallait que je demande de l'aide à une professionnelle ou un professionnel en parallèle de ma psychologue. Mes filles, je pense, m'ont donné cette force de vouloir m'en sortir. Je savais que toute cette situation avait de grosses répercussions sur elles. Un jour, mon père, qui a perdu son papa à l'âge de 5 ans, m'a expliqué que toute son enfance, il l'avait passé à scanner l'état de tristesse de ma grand-mère. Il venait de perdre son papa et il était paralysé à l'idée de perdre aussi sa maman, ou en tout cas qu'elle reste dans son malheur et qu'elle soit malheureuse. Je précise un peu, c'est que à l'époque, quand mon grand-père est décédé, donc c'était dans les années 60, ma grand-mère, elle a porté le noir pendant 10 ans. Et elle ne s'est jamais remariée. Donc, elle a porté cette tristesse sur elle et ça a vraiment marqué mon père. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que son baromètre en tant que petit garçon, c'était l'humeur de sa maman. S'il sentait qu'elle allait bien, en tout cas, c'était pas la catastrophe, alors il pouvait respirer. Et ça m'a marqué parce que je voulais pas que mes filles grandissent avec cette crainte ancrée en elles que leur maman allait aller mal et que leur insouciance disparaisse par peur que moi je m'en sorte pas. C'est pas ça l'enfance. L'enfance, ça doit être magique, ça doit être joyeux, ça doit être sans crainte, sans responsabilité aucune de l'état de santé ou de l'état émotionnel des adultes. Donc ça a vraiment eu un petit déclic, un tilt dans ma tête de je peux pas leur faire porter ce poids de ma dépression, de ma maladie, c'est pas de leur faute à elles, clairement. Donc je vais me prendre en charge. Donc prendre rendez-vous pour dire que je vais très mal, recevoir le diagnostic et entendre dépression sévère, je vous assure que c'est un sacré coup sur la tête. D'ailleurs, je me souviens quand je suis sortie du cabinet de chez ma médecin, j'ai enfoncé la porte arrière de ma voiture parce que j'ai pas fait attention en sortant du cabinet. J'ai ripé sur
la porte coulissante du parking. Et je me suis dit, ouais, là, ça va pas très bien, va falloir faire quelque chose. Mais en tout cas, j'ai tout de suite voulu me battre pour retrouver une vie normale. En fait, j'étais sûre au fond de moi que c'était un passage et que c'était pas ma nouvelle normalité. Ensuite, il a fallu prendre des antidépresseurs et ça, je le redoutais vraiment pour être honnête. Ça, j'avais la sensation que c'était de la faiblesse, que c'était la maladie qui prenait le pas sur moi et que dire je suis sous antidépresseur, c'était avouer qu'on avait failli quelque part. Et puis en fait, très vite, j'ai changé ma façon de voir les choses et je me suis dit, vois-le plutôt comme un coup de pouce, comme un tremplin pour aller retrouver ta lumière, comme quelque chose qui va vraiment te booster et te remonter à la surface de l'eau. Alors pour être honnête, j'ai vomi pendant 1 mois ce médicament parce qu'on n'avait pas trouvé la bonne molécule. On a réussi à ajuster et trouver aussi le bon dosage. C'était beaucoup trop dosé pour moi. Je précise un peu sur les antidépresseurs. Il y a beaucoup de symptômes effets secondaires sur les femmes, plus que sur les hommes. On est plus sensible aux antidépresseurs que les hommes. Bon, vous le savez bien, dans la médecine, de manière générale, on étudie plus les hommes. Les médicaments sont très souvent calqués sur les hommes. Donc, c'est plutôt logique. Mais sachez que si un jour vous êtes sous antidépresseurs et que vous avez des gros effets secondaires, demandez à changer. C'est très important. On ne doit pas subir ce genre d'effets secondaires. C'est pas normal. Il y a d'autres molécules. Il faut tâtonner. Il faut chercher. C'est très difficile pour ça, les antidépresseurs. C'est que moi, j'ai eu de la chance. Au bout du 2e essai, on a trouvé ce qu'il fallait. Avec du recul, je peux le dire, heureusement que j'ai tout de suite demandé de l'aide, que j'ai pas laissé traîner, parce que ça m'a fait gagner un temps précieux pour me remettre sur pied. Ça a été vraiment ma première leçon, demander de l'aide, se faire accompagner par des pros de santé, de confiance, voir une psy, si c'est possible financièrement pour vous, parler à son entourage, tirer la sonnette d'alarme, c'est primordial. Parce que le résultat, c'est que on ne reste vraiment pas aussi longtemps dans cet état très difficile de tristesse, de désespoir, qu'il y a une structure qui se met en place autour de nous, un harnais de sécurité, un filet de sécurité, et c'est très important parce que dans ce moment-là, on est vulnérable. Il y a beaucoup de suicides dans le monde, encore plus depuis qu'il y a eu la pandémie, il y a eu une grande fragilité sur la santé mentale. On sait, les jeunes sont très très touchés aujourd'hui et il faut qu'on soit une société plus enveloppante, plus accompagnante autour des troubles dépressifs et en tout cas des difficultés mentales. Donc j'aimerais vous donner quelques numéros utiles si vous en avez besoin et que vous avez besoin de demander de l'aide. Le premier numéro, c'est le numéro national de prévention de la dépression qui a été mis en place après le Covid en 2021, qui est le 3114. Il est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec des professionnels de santé formés, entraînés, que vous soyez famille de quelqu'un qui va mal, proche, entourage, que vous soyez quelqu'un qui va mal, que vous soyez un enfant, un jeune adulte, peu importe. Ce numéro est là pour vous aider. Ensuite, vous avez SOS Amitié. Ça vous fera peut-être sourire si vous entendez SOS Amitié, si vous avez connu le Père Noël est une ordure, parce que tout le film tourne autour de ça, de l'appel à SOS Amitié, mais c'est un numéro très utile pour prévenir le suicide et accompagner, avoir une écoute. Donc c'est 09 72 39 40 50. Je répète, 09 72 39 40 50. Tous les numéros seront dans les liens de l'épisode. Il y a le numéro de suicide écoute. Si vous vraiment vous sentez que vous êtes au bord, que là il n'y a plus d'espoir en vous, appelez ce numéro 01 45 39 40 00. 01 45 39 40 00. Il y a le numéro de écoute famille qui vraiment est là pour accompagner les familles dans leur globalité qui ont une personne à l'intérieur de cette famille, de cette structure familiale qui va très très mal et qu'il faut aider. C'est le 01 42 63 03 03. 01 42 63 03 03. Et enfin, le dernier numéro, vous pouvez appeler, il y en a plein d'autres, mais je vous ai fait une petite sélection, c'est Association France Dépression. 07 84 96 88 28. 07 84 96 88 28. Tous ces numéros sont là pour vous aider en cas de grande difficulté. Si vous savez pas par où commencer, vers qui vous tournez, commencez peut-être par appeler ces numéros et voir ce qu'on peut faire pour vous, comment vous aider avec des gens qui sont entraînés, qui sont formés à accueillir la détresse d'un autre être humain. Donc ça, c'était pour la première leçon, demandez de l'aide, sortez de la honte qui vous paralyse et allez chercher de l'aide. Parce que le deuxième point et la deuxième leçon que j'ai retenue, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense sur notre vie.
Moi, personnellement, j'ai toujours été le type de personne qui pensait que l'autre, pas forcément même ma relation amoureuse, mais l'autre, de manière générale, devait me rendre heureuse, devait bien se comporter avec moi, devait faire en sorte que je me sente bien dans mes baskets. Donc, quand je me suis retrouvée seule avec mes 3 enfants, ma dépression, j'ai dû faire un choix. Parce que là, il n'y avait plus personne pour remplir ce rôle imaginaire. Je me suis retrouvée face à mes responsabilités, face à ma santé mentale. Donc, j'avais 2 choix. Soit je sombrais en continuant dans ce cercle de la victimisation de ma situation, en ruminant pour le reste de ma vie, ou alors je choisissais de voir cette épreuve comme une chance pour en ressortir plus forte, meilleure et surtout plus heureuse. Dans ma tête, c'était clair, j'allais prendre le 2e chemin, mais le plus dur commençait. Je venais d'accepter que ma vie désormais serait tout à fait différente de ce que j'avais imaginé. L'acceptation, ça a été le premier pas pour commencer cet espace de guérison, ce chemin de la guérison. Quand j'ai été diagnostiquée en dépression sévère, c'était en plein hiver. Pas idéal pour essayer de remonter à la surface. Alors j'ai été active dans ma guérison. J'ai lu beaucoup de livres. Ça, c'était bien d'être en hiver et en mode cocon. D'ailleurs, si vous voulez connaître ceux qui m'ont aidé, vous pouvez aller écouter l'épisode 151 parce que je parle des 8 livres qui ont transformé mon année 2023. Donc, c'est des livres qui m'ont ouvert de nouveaux horizons et qui ont changé ma vision de la vie et de ma connaissance sur moi-même. Vraiment, ça a eu un impact énorme. J'ai aussi écouté un tas d'épisodes de podcasts, notamment ceux de Mel Robbins, de Jay Shetty ou encore de Steven Bartlett, qui a le podcast Diary of a CEO. Et au bout d'un mois, les effets des antidépresseurs ont débuté et j'ai senti que la noirceur qui s'était installée au fond de moi, elle s'évaporait à mesure que le temps avançait. Sachant que j'avais accumulé énormément de connaissances, ça a été un peu une révélation au bout d'un mois. Les médicaments, vous le savez, ça aide sur l'humeur. Ça m'a aussi permis de retrouver l'appétit et c'était important parce que j'avais perdu 10 kilos en quelques semaines et surtout en postpartum, c'était pas du tout sain. Vous inquiétez pas, j'en ai repris 6 depuis. Mais les médicaments, ça aide sur ça, mais ça aide pas à guérir pour autant. C'est pas un miracle, les médicaments. C'est une béquille, ça aide, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez guérir. Et ça, je l'avais vraiment en tête. C'est pour ça que je vous dis que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et donc, je le redis, le livre qui s'appelle en anglais How to do the work, et par le docteur Lepera, qui est psychologue reconnu aux US. En français, c'est Guéris tes blessures, un titre comme ça que j'aime pas trop, mais bon. Bref. Pour moi, ça a été le détonateur. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais je dis vraiment, moi, ce livre a changé énormément de choses en moi. Ça m'a fait l'effet d'une révélation intérieure. Parce que ce livre, il est axé sur le pouvoir, le travail qu'on peut faire pour reprendre la main sur sa santé mentale en général et même sur sa santé physique. Parce que petit à petit, grâce à ces lectures-là, et notamment ce livre, j'ai fait des choix différents. Quand quelque chose ne fonctionne pas, faut faire un état des lieux et mettre en place des mini-changements durables. On reprend souvent cette métaphore de la fleur. Quand une fleur n'arrive pas à s'épanouir, n'arrive pas à grandir dans un terrain, parfois il suffit juste de la changer de terrain. C'est l'environnement qui peut être hostile. C'est pas le problème de la fleur. On le sait très bien, mais c'est la même chose avec nous. Parfois c'est faut changer son entourage, faut couper des relations. Parfois, c'est juste complètement revoir son alimentation, revoir son sommeil. Bref, il y a plein de petits changements à mettre en place qui sont très importants, mais ce qui ne veut pas dire que le souci, ce serait nous. Parfois, c'est simplement notre environnement général. Et donc moi, les mini-changements durables que j'ai mis en place sont très simples. C'est que j'ai commencé par trouver un mantra pour me rassurer. J'en ai souvent parlé de ce mantra, c'est « Je suis en sécurité, je suis en paix, mon corps est en sécurité, rien ne peut m'arriver. » Et vraiment, c'est très important pour moi ce mantra, je le dis tous les matins, ou dès que ça va pas, je me recentre sur moi et je me rappelle ce mantra. J'ai commencé à prendre des douches froides tous les jours pour habituer mon corps à l'inconfort. Un autre mantra que je me disais à ce moment-là, c'était le confort dans l'inconfort, le confort dans l'inconfort, et de me rassurer que je suis capable de faire des choses difficiles et d'y arriver. J'ai priorisé à fond mon sommeil, comme je le pouvais, parce qu'avec 3 enfants en bas âge qui dormaient pas, c'était pas très simple du tout. Mais je sortais pas le soir forcément, j'allais me coucher très tôt, je regardais pas d'écran le soir. Bref, j'ai vraiment repensé ma façon de voir le sommeil. J'ai recommencé à sortir de mon lit surtout et aller me balader dehors parce que voir la lumière du jour, c'est très important.
Et donc ça, ce sont des mini-étapes qui ont porté leurs fruits. Mais surtout, je crois, le plus important, c'est que j'ai accepté que je devais me battre, que personne n'allait venir me sauver et que j'étais capable. Et ça aussi, ce sont des mini-changements. Parce que comment on se parle, comment on adresse, comment notre dialogue intérieur s'adresse à nous est très important. Si on est tout le temps à se dévaloriser, à dire c'est nul, je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, notre cerveau, il intègre ça. Alors que si on est à se dire j'ai fait de mon mieux, aujourd'hui je vais y arriver, allez je sors, ok il y a de la lumière, il fait beau, j'ai vu mon enfant sourire, ça m'a fait du bien, j'ai appelé ma sœur, ma pote, il y a eu quelque chose de cool dans la journée, hop, je peux reprogrammer mon cerveau. Parce que moi j'ai une grande tendance à me victimiser. Je sais pas si c'est le cas pour vous ou si vous êtes dans ce cas-là, moi oui. Mais sauf que là, le problème de cette attitude qui, au-delà de nous rendre malheureuses, et malheureux, je vous le dis direct, ça n'a rien de positif de se victimiser. Enfin, ça marche pas, quoi. Mais surtout, ça nous enlève tout pouvoir sur notre vie, encore une fois. La victimisation, c'est ça. Il y a beaucoup de survivantes de traumas sexuels notamment, qui disent, moi, je suis pas une victime. Parce que, encore une fois, en se positionnant en tant que victime, on s'enlève le pouvoir et on donne le pouvoir à l'agresseur ou à la personne qui a fait du mal. Alors que de dire je suis une survivante, ça a un impact qui est très fort. Après, je suis pas en train de vous dire vous devez ne plus jamais dire que vous êtes victime de quelque chose. C'est important aussi de mettre des mots. Hein. Mais rester dans cet état-là, ça ne nous aide pas à avancer en fait. Et quand on est prête à faire ce pas, à se dire allez je vais avancer, c'est là où on peut sortir de cette victimisation. Et moi vraiment, c'est pas un trauma à la hauteur de ce que peut être une violence sexuelle ou des violences physiques, tout ça. Mais j'étais dans un trauma quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce que ça fait de sortir de la victimisation ? Ça laisse de la place à la résilience. Alors, on parle pas mal de ce concept, la résilience. Moi, j'adore ce concept. La résilience, c'est simple, c'est la capacité à surmonter un événement traumatique. Alors, il y a une définition plus poussée qui a été proposée par 3 psychiatres, 4 même, Mancio, Vanni Standael, Lecomte et Cyrulnik en 2001. On connaît beaucoup Boris Cyrulnik, qui dit que la résilience est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, traumatisantes et de traumatismes sévères. Et ce que j'aime dans cette définition, c'est que ça parle de l'avenir. Ça parle de se projeter dans l'avenir. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on comprend la résilience, c'est quand on a été vraiment dans un endroit où il n'y avait plus d'avenir joyeux possible, il n'y avait plus de capacité à faire des projets. Et d'un coup, de repasser dans ce mode ah mais tiens, j'ai envie de faire ça, si je partais en week-end avec telle personne, si j'emmenais mes enfants au parc faire ci, si j'allais me faire masser, si je prenais soin de moi, si j'allais voir le coucher de soleil. Bref, d'un coup, de réenclencher ce dynamisme, cette capacité à avoir envie de se faire plaisir, en fait. Ça montre qu'on est dans la résilience. Donc cette deuxième étape, elle est très importante, de se dire j'ai du pouvoir. Vraiment, pensez à ça. Si vous êtes dans le fond de votre lit, que vous êtes au plus mal, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, que la société ne vous le fait penser. Les médicaments ne règlent pas tout. On peut aussi choisir de faire des mini-changements qui vont apporter beaucoup de bien à notre santé. La troisième leçon, donc, c'est que la lumière, elle peut revenir un jour. Et il faut s'accrocher à cet espoir, à cette possibilité. Le propre de la dépression, je vous le disais, c'est de voir la vie à travers des lunettes en noir et blanc. D'un coup, il n'y a plus de relief, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus ces couleurs, cette vibration. Il y a que du noir et blanc, il n'y a que de la dureté, de la difficulté. Et revoir la lumière, s'accrocher à cet espoir, c'est se sortir de son prisme du négatif et du verre à moitié vide. Si l'être humain, de manière générale, est plutôt programmé d'ailleurs naturellement à voir les dangers plutôt que les bonnes nouvelles pour sa propre protection et survie, on peut aussi intentionnellement, avec des pratiques de pleine conscience, de gratitude, de respiration, s'attarder sur les beaux détails de la vie. Donc je l'ai évoqué un tout petit peu plus haut, mais surtout je l'ai évoqué dans plusieurs épisodes. Moi, j'ai suivi les conseils du Dr Amen, qui est médecin psychiatre et auteur américain, qui préconise d'entraîner son cerveau chaque soir à voir le positif de la journée. Concrètement, comment on fait ? Avant d'aller se coucher, vous faites cet exercice et vous cherchez 3 détails, gestes ou événements qui ont impacté de manière positive votre journée. Ça permet à votre mental de choisir de voir les belles choses. Ça permet de l'entraîner au quotidien à s'attarder sur ce qui fait le sel de la vie.
Et je vais vous proposer là de prendre quelques secondes pour réfléchir à 3 belles choses qui sont arrivées dans les dernières 24 heures. Prenez vraiment ce temps, respirez et réfléchissez. Moi, il y a tout de suite 3 choses qui me viennent à l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, j'ai déjeuné en terrasse avec mon mari et que c'était hyper agréable, doux. On a eu des conversations très profondes. Alors, pendant toute une partie de notre relation, depuis 10 ans, il y a eu des moments, des années entières où on n'avait plus de conversations profondes. Et aujourd'hui, c'est le cas et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Si on m'avait dit ça il y a 1 an, j'aurais absolument jamais cru. Mais c'est le cas et ça, c'est un de mes petits bonheurs des dernières 24 heures, même des gros. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est comment ce matin, c'était super agréable avec mes filles, alors que hier, c'était Hiroshima. Ce matin, ça s'est passé de manière tranquille. On a fait des changements dans notre routine et ça a été très efficace. On était tous et toutes joyeuses. Et ces dernières 24 heures, la troisième chose que je pourrais te dire, c'est qu'hier, on a travaillé toutes les 3 avec Pauline et Morgane qui font partie de la team de la matrescence maintenant et que ça m'a fait vraiment du bien. J'ai à un moment pris du temps pour garder cette ambiance, de me dire mais voilà que je commence à construire une équipe dans mon travail et on est 3 à bosser sur le même projet avec les mêmes intentions et ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a fait du bien. Donc voilà, ces 3 petites choses qui sont pas énormes. Il y a le soleil qui est revenu aussi. Donc ça, je pense que c'est ma highlight des 4 derniers jours, je pense. La pluie revient, donc je m'emballe pas trop. Mais c'était facile pour moi là d'aller chercher 3 choses. Parfois, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et ça demande de l'entraînement, de la répétition. N'abandonnez pas. Si un soir, vous n'arrivez pas à trouver, ne vous dites pas c'est mort, je le refais pas. Réessayez le lendemain. Dites-vous, j'ai entendu un oiseau. J'ai vu un coucher de soleil ou des lumières magnifiques au lever de soleil. N'importe quoi, prenez ça et pensez-y. Alors moi, je fais très souvent ce petit jeu avec mes enfants, le soir, quand elles rentrent de l'école ou qu'on est à table. Je vous le dis, parfois, elles ont absolument pas envie de parler, elles m'envoient chier, ça les saoule. Et parfois, elles sautent sur l'occasion pour partager une anecdote importante de leur journée. Et je trouve ça trop cool. Parce qu'elles ont cet espace-là pour le faire, elles savent que c'est un mini rituel. Et je dois l'avouer, au début, ça a beaucoup déstabilisé mon mari parce que lui qui est pas habitué à parler, à partager ses sentiments, il était mais qu'est-ce que tu me fais chier à me poser des questions sur ce que j'ai aimé ou pas aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, il aime bien. Aujourd'hui, ça lui permet de réfléchir aussi à ses petits bonheurs quotidiens. Alors avec cet exercice, vient forcément la gratitude. Quand on revoit la lumière au bout du tunnel, le soleil, beau lapsus, et que on s'accroche à ça, il y a plein d'effets papillons qui arrivent. Et donc, la gratitude, c'est un concept qui est très ancré aux États-Unis, notamment, et dans plein d'autres cultures ou de religions, mais qui l'est beaucoup moins en France. Alors, il faut qu'on s'entraîne à ça, nous les Français, les râleurs, parce que vraiment, ça empêche justement cette attitude de râler, d'avoir de la gratitude. Parce qu'avoir de la reconnaissance, ça permet de s'émerveiller des petites choses de la vie. Notre respiration, notre corps, le soleil, la nature, le bruit des oiseaux, ce que je vous disais, les mains de nos enfants, ces petites mains, leur rire, leur jeu, toutes ces choses qui sont anodines mais qui sont en fait essentielles à nos vies humaines. Ou le petit texto qu'on a reçu de la part de quelqu'un qu'on aime. Voilà, toutes ces petites choses-là, elles font partie d'un processus de gratitude et de reconnaissance. Et encore plus, je trouve, avec les horreurs qui se passent dans le monde actuellement, auxquelles on est de plus en plus exposé, mais savoir se recentrer et réaliser qu'avoir, de l'eau potable, par exemple, qui coule dans notre robinet, c'est un privilège immense à l'échelle de cette planète. Ça permet un peu de remettre à jour notre relation à la difficulté et de voir la vie peut-être avec d'autres lunettes. De se dire que on n'a qu'une vie, on est extrêmement chanceux de vivre de ce côté-là de la planète, faut pas l'oublier. C'est pas le cas de tout le monde. Et d'apprécier au quotidien cette vie-là, ça peut que redonner du soleil à notre vie et de cette façon de voir la vie de manière exceptionnelle. Pour moi, par exemple, l'année dernière, la lumière, elle est revenue à l'arrivée du printemps, de la douceur du temps et donc de la vie. Mais c'est très lié à mon caractère, j'ai vraiment besoin de ça, je suis quelqu'un de solaire. Et donc, on est, je pense, tous un peu en synchronicité avec la nature et avec le temps agricole. Je sais pas si vous connaissez cette notion de temps, mais
Le monde moderne aujourd'hui vit avec le temps industriel, donc avec de la surproduction, de la consommation, de la constance de la production. Sauf que nous, biologiquement et de manière générale, et surtout quand on est parent, on est calqué sur le temps agricole plutôt. C'est-à-dire, il y a des phases de jachère, de friche, il y a des phases d'hibernation. Il y a des phases où le printemps arrive, donc il y a de l'éclosion, il y a de la vie qui revient. Bref, on est cyclique de toute façon de manière générale, et nous encore plus les femmes. Mais quand on accepte de vivre un peu plus en harmonie avec le temps agricole, on est un peu plus en phase avec nous-mêmes en fait. Et c'est important. Mais je crois qu'on a oublié que le temps industriel, ça fout le bordel à l'intérieur de nous. Et encore plus quand on est en dépression. Parce que on a cette sensation d'inadéquation. On a cette sensation qu'on n'est pas en phase avec le monde qui nous entoure, parce qu'il faut aller toujours plus vite, guérir plus vite. Et pourtant, j'ai guéri très vite, donc je sais. Mais non, en fait, le temps long, c'est très bien aussi. Les pauses, c'est très bien pour se recentrer. Et donc, au moment du printemps, moi, personnellement, c'est là où j'ai fait des changements drastiques dans ma vie, pour me préserver. Alors, j'ai dit, il faut des changements petit à petit, mais ils sont drastiques parce que avant ça, j'ai cumulé de la connaissance, j'ai eu des réflexions, je me suis dit peut-être que ça va me faire du bien. J'avais fait des petits changements quotidiens et après j'ai pu vraiment changer de manière un peu radicale quelques trucs. Par exemple, j'ai investi dans ma santé parce que j'ai réalisé à quel point quand on n'a pas la santé, que ce soit mentale ou physique, le reste ça suit plus et on n'a pas la même vie. Donc ce que ça voulait dire quoi concrètement ? Oui, j'ai dépensé de l'argent, c'est vrai, mais pour ma santé. Donc j'ai investi dans un tapis de marche, par exemple, pour éviter la sédentarité quand je travaille. J'ai écrit une partie de cet épisode en marchant sur mon tapis de marche, parce qu'on le sait aussi, la sédentarité, ça peut accentuer la dépression, donc c'est un cercle vicieux. J'ai fait très attention aussi à ce que je mangeais, parce que plus on est dans la malbouffe, le sucre, plus aussi on a tendance à générer de l'anxiété. J'avais besoin de me sortir de ça. Alors il y a une nuance entre tout contrôler et faire attention et essayer d'aller mieux, évidemment, hein. On n'a pas besoin d'aller dans l'excès. J'ai coupé l'alcool, très important pour moi sur ça, sur la santé mentale. Ça a vraiment des effets très bénéfiques et directs. Donc pensez-y aussi si vous avez du mal. L'alcool, ça permet d'éteindre la souffrance, de l'inhiber, mais en fait la souffrance elle est toujours là et le lendemain matin on se réveille, c'est encore pire. Donc autant l'éradiquer et affronter sa souffrance, la problématique, et pour aller mieux. J'ai traqué mon sommeil, j'ai acheté une montre pour pouvoir traquer mon sommeil. Aujourd'hui même j'ai une bague connectée. C'est de l'argent, vraiment, je vous dis pas du tout qu'il faut faire ça, mais j'ai voulu moi investir dans ma santé, en moi. Et c'est passé par ça. Il y a aussi que en mai 2023, du coup, donc janvier, février, mars, avril, mai, 5 mois après, j'ai arrêté progressivement les antidépresseurs parce que je me sentais assez forte pour le faire. Ça a posé aucun souci. C'était vu avec ma psy et ma médecin. Je dis ça parce que souvent on préconise d'arrêter sur plusieurs mois. On dit de faire au moins 6 mois d'antidépresseurs. Mais perso, moi, j'ai pas senti que c'était problématique. Donc je l'ai fait et ça s'est vraiment très bien passé. Ce passage de ma dépression, ça aurait été très court. Je sais très bien que c'est pas habituel. Il paraît d'après ma psy, les médecins, que j'ai une capacité de résilience qui est très forte, qui est un peu hors norme. Donc je vous demande surtout pas de faire comme moi. Encore une fois, chacun son rythme, chacun sa façon de voir la vie, chacun son trauma aussi, sa capacité à l'encaisser, à la surmonter et son timing dans la résilience. Mais sachez vraiment que sur ces 3 leçons que j'ai retenues, elles sont très importantes. Que demander de l'aide ne fait pas vous de quelqu'un de faible. Surtout si vous êtes un homme, parce que là, je me suis beaucoup adressée aux femmes, et si dans votre entourage, vous avez des hommes qui vont mal, ils ont encore moins tendance à demander de l'aide, moins tendance à signaler quand ça va pas. Et le suicide est un très gros problème chez les hommes. Prendre conscience que vous avez du pouvoir sur vous-même, c'est la deuxième chose. Ça vous aidera à entrevoir la lumière. Et derrière, la lumière, elle est là, je vous jure, elle vous attend. Même quand la ligne droite, elle vous paraît interminable, votre lumière, elle est là. Elle va revenir. Il y a plein de petites choses à mettre en place, faut se faire aider pour ça, mais je vous assure qu'elle va revenir. Surtout, prenez soin de vous. Si vous avez été au bout de cet épisode et que vous avez des gens dans votre entourage qui traversent des phases comme ça, entourez-les, soyez présents, demandez comment ça va, même s'ils répondent pas, c'est pas grave. Montrez que vous avez des petites attentions, que vous êtes présents. Passez, amenez à manger, parce que parfois on n'a plus la capacité de faire à manger. Proposez de prendre les enfants pour que la personne respire si elle n'est pas entourée comme il faut.
Voilà, il y a des petites choses à faire en sorte, proposer d'aller marcher en forêt, d'aller faire une petite activité physique qui demande pas un grand effort, mais qui va faire sortir la personne de son environnement, qui la maintient un peu dans des conditions difficiles. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode qui était assez perso. J'espère que ça vous a aidé. Je vous ai dit, les chiffres sont quand même forts. Il y a beaucoup de monde qui passe un jour par cette période-là. Si vous êtes reconnu dans ce que je traverse, n'hésitez pas à le partager, à me le dire. Ça fait toujours du bien de se sentir moins seul. Et la dépression, c'est pas une fatalité. Vous pouvez vous en sortir vraiment. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.